Salut tout le monde et bienvenue à cette cinquième capsule de votre cours de programmation orientée objet. Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre, le chapitre 3, qui va parler des relations entre les classes. Jusqu'à maintenant, tous les projets qu'on a faits dans le cadre des exercices de laboratoire contenaient toujours une seule classe. Chaque projet avait sa classe, un .h, un CPP, puis un main.cpp qui utilisait la classe pour la tester ou pour en faire quelque chose. Maintenant, à partir du chapitre 3, on va commencer à avoir des projets plus développés avec plusieurs classes qui ont chacun un petit bout de job à faire et qui interagissent les unes avec les autres pour pouvoir donner un projet plus complexe. Donc, on va commencer à regarder ça en montrant un diagramme UML simplifié qui pourrait représenter un réel projet. Donc, c'est dans un cas où on a plusieurs classes qui interagissent dans le même projet que le diagramme UML prend son sens. Depuis le début, le diagramme UML, c'est juste un rectangle pour une classe. Puis on fait juste lister des trucs qu'on pourrait très bien juste lister dans un format .h, puis ça donnerait pas mal la même chose. Mais là, lorsqu'on a plusieurs classes qui interagissent les unes avec les autres, maintenant, le diagramme UML nous permet de visualiser un peu ces relations-là. Donc, ce qu'on a là-dessus, c'est l'exemple d'une ferme qui contient plusieurs mammifères, chaque mammifère ayant 4 pattes et une tête. Et différents mammifères sont des dérivés de la classe mammifère générale, comme la vache, le chat et la souris, qui sont tous des mammifères plus spécifiques. Et le chat utilise la souris, on note la flèche ici, probablement, pour la manger. Donc, dans ce diagramme-là, il y a 4 types de relations qui sont utilisés. Ces types de relations-là, on va les voir ensemble tout au long du chapitre et même des chapitres suivants. Ce qu'on a là-dedans, c'est l'agrégation, l'utilisation, l'héritage ou la dérivation et la composition. Donc, dans le cadre de ce cours-ci, on ne verra pas formellement l'agrégation, mais on va se concentrer sur les 3 autres. Un peu plus de détails déjà, ben voilà, les différents types possibles. Évidemment, c'est possible qu'il y ait des classes qui n'aient aucune relation l'une avec l'autre. Disons, appelons ça un type de relation. Par exemple, la vache et le chat n'ont pas de relation en tant que telle. Bon, ça, est-ce que pas de relation, c'est une relation? C'est une question très philosophique. L'utilisation, qui est représentée sur un diagramme UML par une flèche en pointillé à l'horizontale, représente une simple dépendance. Donc, c'est ça qu'on va principalement couvrir dans la capsule aujourd'hui. Le chat a besoin d'une souris pour remplir certaines de ses fonctions. Par contre, il ne contient pas de souris, il n'est pas une souris, il ne fait pas partie de la souris. Donc, c'est quand même 2 classes qui sont indépendantes en soi, mais dont une utilise l'autre. Ensuite, la composition, représentée sur le diagramme UML par la flèche pleine qui commence par un losange noir, nous indique que le mammifère est composé d'une tête. Donc ça, on en parlera à la capsule suivante, où on verra la composition. C'est simple, c'est tout simplement lorsqu'on a un attribut d'une classe qui est en fait un objet d'une autre classe. Par exemple, à l'intérieur d'un mammifère, il y aura un attribut tête et 4 attributs pattes, possiblement dans un tableau, par exemple, un tableau de pattes. Donc, à ce moment-là, la composition, c'est une relation qui est assez forte parce que lorsqu'on construit un mammifère, il y a nécessairement une tête et des pattes qui sont construits aussi et qui font partie de lui. L'agrégation, c'est similaire à la composition. D'ailleurs, la flèche est similaire aussi. On voit que c'est une flèche pleine qui commence par un losange, mais cette fois-ci, il est blanc plutôt que d'être noirci. L'agrégation, c'est comme la ferme qui contient des mammifères. Donc, à l'intérieur de la ferme, il y a des mammifères. Par contre, la ferme peut exister sans les mammifères et les mammifères peuvent exister sans la ferme. C'est possible, par exemple, de décider qu'on détruit les mammifères, mais qu'on conserve la ferme pour une utilisation future. Ou, par exemple, à la fin de la session, que l'objet classe ou groupe d'un cours d'informatique soit détruit, mais que les étudiants, eux, ne soient pas détruits et continuent leur parcours dans d'autres groupes éventuellement. Donc, quand même, les mammifères font partie de la ferme, mais ils n'en font pas partie aussi intégrante que pour la tête pour un mammifère. Donc, ça prend une notion de pointeur. On n'en reparlera pas directement dans le cours, mais vous allez être capable de comprendre à la fin de la session. Et l'héritage, représenté par une flèche triangulaire blanche,
Euh, remarquez qu'elle pointe vers le haut, cette flèche-là. Donc, le principe de l'héritage, on va avoir un chapitre complet pour en parler, mais c'est de la spécialisation. Le mammifère contiendra tous les attributs et les méthodes communs à tous les mammifères. Et par exemple, le chat sera un mammifère, un dérivé de mammifère, donc il héritera de tout ça, en plus de rajouter certaines de ses propriétés propres à lui que seul le chat aurait, par exemple, et que la vache n'aurait pas. Donc à ce moment-là, on en reparlera dans le chapitre approprié. Il faut savoir que lorsque on a une relation entre deux classes, ça crée une dépendance entre les deux classes. La classe A qui a une relation avec la classe B devient dépendante de la classe B. Donc, par exemple, dans nos exemples ici, le chat serait la classe A, a une relation avec la souris et donc est dépendant de la souris. L'inverse n'est pas nécessairement vrai, par contre. La souris ici n'est pas dépendante du chat. La souris peut exister sans le chat et n'a même pas besoin de connaître son existence. Tandis que le chat, lui, une de ses fonctions utilise une souris, il a donc besoin de connaître l'existence de la souris. Même chose dans les autres types de relations. Le mammifère est dépendant de la tête, la ferme est dépendante des mammifères et le chat est dépendant du mammifère. Donc, lorsqu'une classe est dépendante d'une autre, elle va devoir faire un include du point H de la classe dont elle dépend. Donc, le chat va avoir besoin de faire un include de souris.h pour pouvoir l'utiliser, évidemment. C'est logique puisque s'il y a une fonction du chat qui utilise une souris, supposons en paramètre, on lui passe une souris pour qu'il la mange, pour que son point H de chat puisse compiler, comme il y a le prototype de la fonction qui mentionne un objet de type souris dans le paramètre, le compilateur ne saura pas c'est quoi tant qu'on n'aura pas mis un include de souris.h dans le point H du chat. Donc, c'est logique, celui qui dépend de l'autre inclut le point H de l'autre. Mais pas vice-versa. On n'a absolument aucun besoin que la souris incluse chat.h. Lorsqu'on modifie une classe, normalement, ça provoque la recompilation de toutes les classes dépendantes. Donc, le fait de changer quelque chose dans la classe souris, ça devrait provoquer la recompilation de la classe chat parce qu'il y a quelque chose qui a potentiellement changé. Par contre, ça peut arriver qu'il y ait des erreurs. Dans ce cas-ci, ce n'est pas une mauvaise idée de forcer la recompilation manuellement en allant dans le menu de Visual Studio et en reconstruisant, régénérant la solution. Évidemment, si on change des choses dans une classe dont d'autres dépendent, c'est possible que ces autres-là ne marchent plus. Donc, il faut faire attention à ce qu'on change exactement. Supposons par exemple que le chat dépend de la souris parce que quand on lui donne une souris dans sa fonction manger, il va appeler une des fonctions de la souris en lui disant « Donne-moi par exemple ton poids ». Et ça va me donner le nombre de calories que ça me fournit, le fait de manger cette souris-là d'un certain poids. Mais si on modifie la fonction de la souris et que le get-poids disparaît, bien là, tout à coup, le chat, quand il fait un get-poids sur la souris, ça ne marche plus. Donc, il faut faire attention quand on modifie une classe dont d'autres dépendent. Généralement, on essaie le plus possible de ne pas modifier l'interface. On peut modifier comment c'est implémenté à l'intérieur, mais on garde les mêmes fonctions publiques avec les mêmes paramètres, les mêmes valeurs de retour le plus possible. Peut-être qu'on ajoute des nouvelles fonctionnalités à l'interface, peut-être qu'on change l'implémentation privée, mais on essaie le plus possible de ne pas changer l'interface qui est déjà là. On va parler maintenant surtout de la relation d'utilisation pour cette capsule-ci. Donc, notre exemple de chat et de souris. L'utilisation, en fait, peut se faire de trois façons. Il y a trois façons qu'une classe peut en utiliser une autre sans que ça soit une des autres relations dont on a parlé tantôt. Donc, l'utilisation, ça signifie que la classe qui en utilise une autre ne possède pas un objet de cette autre classe-là en attribut d'aucune façon. Donc, le chat, lorsqu'on construit un chat, il n'y a pas une souris à l'intérieur du chat. Il n'y a pas un attribut souris qui fait partie du chat. Il n'y a pas un pointeur vers une souris qui est constamment là. Et le chat n'est pas non plus une spécialisation de la souris. Ce n'est pas une souris plus spécialisée. C'est vraiment deux classes qui existent côte à côte, simplement que le chat utilise un objet souris une fois de temps en temps. Donc, c'est une relation qui est un peu assez légère comme relation. Il y a les trois façons possibles. C'est soit que c'est en paramètre d'une méthode, en variable locale dans une méthode ou en valeur de retour d'une méthode. Donc, les trois façons impliquent une méthode parce que le chat n'est pas une souris
et le chat ne contient pas une souris. Par contre, il y a des méthodes qui en utilisent une d'une façon quelconque. Trois façons possibles, soit en paramètres. Donc, vous avez des exemples ici sur une syntaxe un peu vague qui pourrait s'appliquer à n'importe quoi. Lorsqu'on a dans la classe A une méthode qui accepte un objet d'une classe B, ben, c'est un exemple clair d'utilisation. Donc, la classe A utilise un objet de type B, qui est une autre classe, pour remplir une fonction quelconque. Donc, par exemple, supposons que ce serait un type, la classe serait dans C-chat, manger, entre parenthèses, souris, la souris. Donc, le chat reçoit une souris en paramètre et il fait quelque chose avec. Ça peut être soit en paramètre par copie, par valeur, ou en référence constante. Ça ne change absolument rien. C'est simplement une méthode dans une classe qui reçoit un objet d'une autre classe, peu importe là, le type de passage. Des exemples un peu plus concrets, un compte de banque. Supposons qu'on a une banque qui a une fonction bloquée. On lui passe un compte de banque et elle bloque ce compte de banque-là. Donc, le compte de banque est un objet indépendant qui lui est passé en paramètre comme ça à une méthode. Ou encore, un objet console qui contient une méthode affichée. On lui passe un string, qui est un objet en réalité, vous ne le savez peut-être pas, mais le string est un objet. On lui passe une référence constante vers un string en disant affiche ce string-là. Donc, et voilà, la console a besoin du string. Et c'est pour ça qu'on va mettre un include de string.h là-dedans. Ou la fenêtre. L'objet fenêtre contient une méthode affichée à qui on passe une image, une référence à une image qu'elle devra afficher à une certaine position. Donc, c'est assez facile à comprendre. Une classe contient une méthode. Cette méthode-là a un paramètre d'une autre classe. C'est une relation d'utilisation. En variable locale, on peut avoir une méthode, c'est très similaire. On a une méthode qui ne reçoit pas un autre objet en paramètre. On pourrait recevoir des trucs, là, mais aucun objet. Mais se déclare un objet localement à l'intérieur de la méthode pour en faire quelque chose. Donc, elle crée un objet juste pour l'utiliser. Puis ensuite, cet objet-là est détruit. Donc, par exemple, un resto qui aurait la fonction payer. On lui dit, voici un montant que tu dois payer. On a remarqué qu'on ne lui passe pas d'objet. Il passe juste un type natif comme un float. Et là, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se crée une nouvelle facture à partir du montant. Et ensuite, ben là, il traite la facture, il la fait imprimer, puis blabla, peu importe ce qu'il fait avec ça. Donc, c'est aussi une utilisation. Même si la méthode ne la reçoit pas en paramètre, elle la crée localement, donc elle a besoin de connaître l'existence de la classe B ici pour que ça puisse marcher, sinon on ne peut pas se déclarer un objet B. Et la troisième façon, c'est en valeur de retour. C'est encore une fois très similaire. Remarquez que c'est pareil comme la précédente. On a une méthode dans la classe A qui se déclare un objet B, mais qui en plus le retourne à la fin. Donc, la classe A ici a un type de retour de type B. Donc, remarquez la syntaxe. La classe A contient une méthode. Elle déclare un B, qui s'appelle B minuscule, et elle le retourne, donc elle retourne un B. On a un exemple très clair ici, très concret. On a une poule qui a une méthode pondre. Et lorsqu'on demande à la poule de pondre, si je fais ma poule.pondre, je n'ai pas besoin de lui passer de paramètre, parenthèse vide, elle va créer un œuf et elle va le retourner. Et donc, la fonction pondre retourne un œuf. Remarquez que, à la différence d'une vraie poule biologique, nos poules informatiques ici ne retournent pas réellement l'œuf qui a été créé, elles vont en retourner une copie. Puis ensuite, l'œuf qui a été créé ici localement va être détruit parce qu'on arrive à la fin du bloc où il a été déclaré. C'est pas tout à fait pareil, c'est un peu comme si la poule créait un œuf en L puis qu'elle en faisait une copie à côté. Et ensuite, l'œuf en L était détruit. Peut-être que c'est comme ça en réalité que ça marche, puis qu'on ne le sait juste pas, parce que ça paraît pas bien. Nous, on reçoit un œuf, puis là, on ne va pas vérifier à l'intérieur de la poule de quoi ça a l'air. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait ça dans la vraie vie. Donc, c'est la troisième façon. Tout ça, c'est toute une même relation, c'est l'utilisation. Donc, soit par valeur de retour, par variable locale ou en paramètre. C'est tout le temps le même principe. C'est une méthode à l'intérieur d'une classe qui a besoin d'un objet d'une autre classe.